Bonjour, je suis Nathalie Black Widow, je suis à Baltimore, au Maryland. Je vais vous parler de problèmes qui préoccupent les femmes. Donc pour commencer cette présentation, je vais d'abord vous dire de ce de quoi nous allons parler. Le syndrome d'Ehlers dans l'os et les troubles du spectre de l'hypermobilité sont associés avec une plus grande récurrence des problèmes gynécologiques typiques, mais en plus des choses que beaucoup de gynécologues ne voient pas très souvent, que par contre nous voyons assez fréquemment chez les patientes qui souffrent du syndrome d'Ehlers dans l'os. Aussi, il faut savoir que la puberté peut aggraver certains problèmes associés au SED, dont nous allons parler de certains de ces problèmes en détail. Qu'est-ce qu'il y a comme troubles Eh bien, certains problèmes qui ont trait à la menstruation. En premier lieu, nous avons la ménorrhagie, donc des saignements marqués, la dysménorrhée, les douleurs exacerbées avec la menstruation, et des cycles menstruels qui sont anormaux. Tout type de changement dans les cycles menstruels, sous différentes formes, dans tous les types de SED ou le SED hypermobile. Il y a aussi d'autres problèmes auxquels doivent faire face les femmes qui sont sexuellement actives. C'est la dyspareunie, donc des rapports sexuels douloureux. Ça peut être ça en soi, ou alors avec d'autres troubles vulvaires, différents problèmes dont on parlera. Aussi le prolapsus de l'arcade pelvien. Alors, je ne vais pas aborder ceci en détail car vous avez toute une présentation sur ces types de problèmes sur la vésicule et les prolapsus. Donc, que se passe-t-il au moment de la puberté? Eh bien, malheureusement, les symptômes du syndrome d'Ehlers dans l'os peuvent s'aggraver avec la puberté, ou si on a une bonne infos d'un coup, on voit que les symptômes du SED apparaissent au moment de la puberté. Il y a eu une étude en 2016 de 386 femmes qui avaient un SED de type hypermobile. De ceux qui avaient déjà des présents de SED avant la puberté, eh bien pour la moitié, ça s'aggravait au moment de la puberté. Peut-être il y a aussi des personnes qui avaient le diagnostic mais pas de symptômes, et 17% des personnes ont développé des symptômes avec la puberté. Ça, c'est en plus du premier groupe. Donc ça fait pratiquement 70% des personnes qui avaient des symptômes. Pourquoi est-ce que cela produit? Eh bien, il y a des données opposées sur l'effet des hormones sur les tissus conjonctifs, sur la laxitude articulaire, les tendons. Et il y a l'estriol qui diminue la formation de collagène dans les tendons après la réalisation d'exercice. Ça, c'est un des mécanismes qui a été suggéré. Et nous savons bien sûr que il y a plus de laxitude articulaire pendant les grossesses. Il y a certaines études pour étudier le cycle menstruel dans les problèmes de laxitude articulaire, mais pas forcément pour les SED chez les femmes. Le docteur Hates a fait une étude pour voir la laxitude des ligaments croisés antérieurs pendant la phase lutéale. Vous voyez ici ce qui se produit dans le cycle menstruel. Les hormones sont en bas au début du cycle menstruel, puis avec le saignement, eh bien, il y a les hormones qui augmentent, un pic d'estrogène, spécialement avec l'ovulation, pardon, non pas au moment du saignement, mais dans le moment de l'ovulation, dans la phase folliculaire, puis cela redescend et cela remonte dans la phase lutéale, spécialement la progestérone. Il y a une étude qui montre que l'augmentation pendant l'ovulation, c'est l'œstrogène. Et d'autres études disaient, tiens, qu'en est-il de la laxitude articulaire que nous voyons dans la deuxième partie du cycle menstruel? Et ça peut être la combinaison de la progestérone et de l'estrogène. Nous ne le comprenons pas bien, mais cela est lié à l'augmentation des symptômes à ce moment-là.
Donc voilà les symptômes du syndrome d'Ehlers-Danlos, mais qu'en est-il des problèmes gynécologiques? Comme je disais, ce qu'on voit souvent, c'est les ménorrhagies. Ça s'aggrave dans les formes les plus graves du syndrome d'Ehlers-Danlos. Toutes les femmes qui souffrent d'Ehlers-Danlos peuvent être touchées par ce phénomène, mais c'est plus grave dans certains cas. Certaines des études, c'était des sondages, des questionnaires qui ont été faits avec des femmes, et donc c'est vrai qu'il y a eu un certain biais de sélection des personnes qui répondent aux questionnaires. Et vous savez, souvent, c'est quand on a des problèmes qu'on va remplir les questionnaires. Donc, il peut y avoir un biais. C'est pour ça que les pourcentages ne sont pas exacts. On donne des fourchettes de pourcentage. Mais bon, ça peut être entre 33 et 64%. En tout cas, on peut dire que c'est un symptôme assez fréquent. Pourquoi ça se produit dans le CED vasculaire? Eh bien, il y a des problèmes du tissu conjonctif et qui s'observent dans les vaisseaux sanguins, mais pas seulement dans les vaisseaux sanguins, mais aussi dans les tissus autour. En plus, il va y avoir une attraction du collagène sur d'autres enzymes et facteurs de coagulation, ce qu'on appelle le facteur von Willebrand. Et si vous avez un collagène anormal, vous aurez une interaction qui ne sera pas normale et vous aurez plus de saignement. Bon, il y a beaucoup de termes très spécifiques ici dans cette diapo, mais c'est simplement pour montrer ici le saignement. Il y a le saignement, cela va se continuer pendant le reste du cycle menstruel. Donc, il faut avoir une meilleure coagulation pour... sinon, il faut contrôler le saignement d'une certaine manière. Si ce n'est pas naturel, il faudrait le faire. Alors, une manière de le faire, c'est d'utiliser des hormones. On peut les trouver sous différentes formes actuellement. Nous avons la pilule contraceptive, des différents types de pilules contraceptives. Ce qu'on appelle la mini-pile, par exemple, la mini-pilule, la pilule progestative est une pilule qui fonctionne assez bien, qui contient le progestérone. On peut le trouver sous différentes formes aussi. Il y a des implants. Cela varie au fur et à mesure du temps, sous forme de stérilet, de DIU. Il y a différentes manières de le faire. Donc, est-ce que vous pouvez utiliser ces éléments ici? Bien sûr. Donc là, les pilules qui contiennent des progestérones, les implants, on le disait, comme l'étonorgestrel, des injections à libération lente. Bon, il y a des études qui ont été faites chez des patients de CED qui montrent ce qui est plus efficace. Et dans ce groupe adolescent, c'est environ 906 personnes. Et j'aurais pu découper ceci d'une manière plus utile, mais il y a 9 personnes qui avaient commencé avec cette mini-pilule. Ce n'est pas habituel pour commencer, bien sûr. On a l'habitude de combiner des pilules d'œstrogène, de progestérone, mais cela semble fonctionner plutôt bien, à condition, bien sûr, que ces personnes le prennent tous les jours. C'est vrai que si il y a des jours où on ne la prend pas, surtout avec la mini-pilule, on peut avoir, bien sûr, de nouveau des saignements. La plupart des patients, comme les adolescentes, bon, ça n'a pas bien fonctionné avec la minipule ou à la pilule contraceptive, c'est en général la première option. Donc ces patientes ont dû changer pour d'autres méthodes, les injections, jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose qui puisse fonctionner finalement. Et des fois, bon, on a fini avec l'implant ou le stérilet. Il faut faire attention avec le stérilet. Nous savons que les tissus sont plus fragiles avec le syndrome d'Ehlers-Danlos. Et si ça peut être compliqué, il est bon de faire une chorégraphie, ou alors on peut le mettre en place en bloc opératoire, mais bon, c'est pas fréquent, mais il faut faire attention en tout cas avec le syndrome d'Ehlers-Danlos, spécialement le type vasculaire. Il faut que ce soit un médecin qui le fait fréquemment. On ne peut pas avoir un médecin qui l'a fait il y a 2 ans, par exemple, qui a placé le stérilet. Non, quelqu'un qui a l'habitude. Avec ces traitements hormonaux, non seulement les cycles menstruels changent, mais avec
Il y a aussi des aménorrhées, il n'y a pas de règle avec les aménorrhées. Et on arrive à ce stade-là à 70%, donc sous 2 ans. L'étude que j'ai mentionnée avant, de Hugon Rodin, alors ici je parle de symptômes d'alors dans l'os, pas de saignement. Mais que se passe-t-il avec les symptômes de l'art dans l'os? Qu'est-ce qui se passe-t-il avec les hormones? Eh bien, quand il y a une stabilité hormonale, au lieu d'avoir des fluctuations comme dans les cycles menstruels, eh bien, il y avait de meilleurs résultats avec la pilule de progestérone par rapport à la pilule combinée. Et dans d'autres cas, par contre, ce ne s'est pas amélioré. Celle qui avait déjà des symptômes d'alors dans l'os et les choses s'étaient déjà aggravées quand au moment de la menstruation, à ce moment-là, ça s'est encore plus aggravé avec la pilule. Et moi, ça me surprend encore, mais dans 25% des cas, ça s'est produit. Et on ne peut pas ignorer ce chiffre-là. Mais par contre, dans 15%, on a eu une amélioration. Avec les traitements hormonaux, finalement, il s'agit d'essayer différentes choses pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Les résultats ne sont pas toujours satisfaisants. Et à ce moment-là, il faut essayer autre chose. Quelles sont les options qui s'offrent à nous si on ne peut pas utiliser un traitement hormonal? Par exemple, les femmes qui souffrent de migraines, elles ne devraient pas utiliser des médicaments avec des œstrogènes. Il y a aussi d'autres contre-indications, bien sûr, mais il y a aussi l'acide tranexamique et il va arrêter la dégradation des caillots. Il inhibe les enzymes qui dégradent les caillots. Attention, comme je disais, c'est un médicament qui fonctionne très bien. On les prend les 5 premiers jours du cycle menstruel, 3 fois par jour. Et comme il va encourager les caillots, donc il faut faire attention parce qu'on pourrait penser à des thromboses dans les jambes, parce que ça favorisait les caillots. Mais les études ne disent pas qu'il y ait une augmentation des risques. Il faut faire attention, c'est sûr. Quand on a quelqu'un qui souffre d'un SED vasculaire, avec des complications vasculaires de ce type-là, vous savez, avec certaines propensions à former des caillots, c'est peut-être pas le médicament. Ça dépend des cas, bien sûr, comme d'habitude. Donc l'autre médicament, bon, c'est pas un médicament, c'est la vitamine C. Sans prescription, ceci peut réduire la fragilité des vaisseaux sanguins. Ça agit sur la paroi des vaisseaux sanguins et en plus, ça interagit avec les fibres de collagène. C'est une vitamine soluble dans l'eau comme la vitamine B, la vitamine C, peu importe la dose, bien sûr, il faut continuer à les prendre et être stable dans la prise de vitamines. Des fois, on pense que ça ne fonctionne pas, on prend beaucoup de doses élevées, mais si ça ne fonctionne pas, il faut réduire la dose petit à petit parce que les reins évacuent des quantités. Et si on arrête d'un coup, ils vont continuer à beaucoup évacuer de vitamine C, on n'en aura pas assez dans notre organisme. Donc, il faut faire attention avec ceci. Il y a d'autres types de saignements, les saignements utérins anormaux, entre les cycles par exemple, surtout dans le SED vasculaire. Et ça peut être provoqué par des polypes par exemple. Donc il faut être évalué pour d'autres types de raisons qui peuvent amener à ci. Et si on ne trouve rien d'autre, eh bien il faut voir quelle est la meilleure thérapie. Des cycles prolongés par exemple ou des cycles irréguliers, pas prolongés, pardon, des cycles menstruels irréguliers, c'est quelque chose qu'on trouve chez 30% des femmes de SED. Des fois, les polypes aussi, dont on parlait, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est quelque chose qu'on peut trouver, donc il faut faire attention. Les douleurs pendant la menstruation, si vous avez des problèmes respiratoires, il y a plus de possibilités aussi pour les menstruations douloureuses. C'est fréquent dans l'adolescence, mais dans le syndrome de l'art dans l'os, ça peut arriver par exemple après avoir un enfant. Souvent, on peut avoir des douleurs pendant la menstruation, mais c'est aussi le cas, c'est aussi à cause d'une augmentation de la libération de prostaglandine. Il y a une libération accrue quand on saigne plus, c'est dans la paroi
de l'utérus, c'est supposé aider à la contraction des vaisseaux sanguins dans l'utérus, mais en même temps, on finit avec des douleurs à cause de ces contractions. Donc, que pouvons-nous faire pour traiter ces menstruations douloureuses? Eh bien, il faut diminuer le saignement. Si on n'a pas de saignement, on a moins de douleur. C'est ce qui se passe dans le traitement hormonaux. Mais aussi les anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'ibuprofène, etc. Ou, bon, ça a d'autres noms aux États-Unis, le Motrine par exemple, différents médicaments. Sans oublier que ces médicaments vont réduire les douleurs, mais aussi améliorer les nausées ou la diarrhée. Dans certains cas, si c'est des symptômes qui peuvent se produire également. Les vitamines B1, 100 mg par jour, vitamine B6, les suppléments de magnésium, l'acupuncture, ce sont aussi d'autres possibilités qui peuvent améliorer les symptômes dans certains cas. La dyspareunie, donc ces rapports sexuels douloureux, c'est un autre symptôme. Alors, il n'y a pas beaucoup d'études qui abordent ce sujet, mais quand c'est abordé dans une étude, ce qu'on voit, c'est que c'est assez fréquent, 30 à 61%. Il y a aussi dans une autre étude de Castori, l'étude de Castori en Italie en 2012, où c'était le cas de 31% des femmes. Et ils voyaient que les femmes qui n'avaient pas des douleurs pendant la menstruation ne se plaignaient pas de rapports sexuels douloureux. Par contre, ceux qui avaient des menstruations difficiles, eh bien, 31% avaient des douleurs aussi dans les rapports sexuels. Et pourquoi est-ce qu'il y a des rapports douloureux? Eh bien, ça peut être pour différentes raisons. Une sécheresse vaginale, fragilité des tissus, une inflammation de la vulve ou une irritation de la vulve. Tous ces éléments contribuent à avoir des rapports douloureux. Ici, quelques aspects anatomiques. Donc la vulve avec la grande lèvre et la petite lèvre, cette partie d'ici, ici je dirais la lèvre majeure, la lèvre mineure, la petite lèvre et la grande lèvre, et tout ceci peut souffrir aussi. La vulvodynie. Alors ici, c'est la vulve qui provoque des douleurs. Des fois, on a l'impression que c'est normal. Il n'y a pas de raison manifeste pour ce type de problème. Il faut écarter, bien sûr, des infections, des choses comme ça, c'est sûr. Des lésions. Mais une fois que ça a été écarté, il n'y a pas de cause spécifique pour la vulvodynie. Il n'y a pas une étiologie, pas de cause. Et c'est simplement une gêne dans la vulve. Ça peut être des douleurs chroniques, mais c'est difficile de le résoudre. Par contre, des fois, il y a des éléments visibles, comme une inflammation de la vulve, soit pendant ou après les rapports sexuels, et des fois, c'est persistant pendant tout le temps. Et avec le syndrome d'Ehlers-Danlos, nous pensons qu'il y a une congestion vasculaire. Les parois des vaisseaux sanguins sont fragiles et il y a une certaine insuffisance veineuse, donc c'est difficile de ramener, de pomper le sang vers le système, ça ne se produit pas bien, et donc il y a des accumulations de sang. Il y a une autre cause pour la dysparésie, pas forcément pour les rapports douloureux, c'est le syndrome de l'excitation génitale persistante au-delà des rapports. En général, on a l'orgasme, on est soulagé, mais là, c'est intrusif. Cela n'a rien à voir avec le désir sexuel, cela ne part pas avec l'orgasme. C'est un sens de gêne, d'excitation, de douleur, c'est assez étrange. Et puis, ce qui se produit habituellement, c'est qu'il y a un flux de sang dans la zone génitale avec l'excitation. Il y a une certaine congestion, c'est normal à ce moment-là, et en général, ça part. Mais dans ce cas-là, ça persiste. C'est une phase systémique de congestion. Et il y a une accumulation de sang qui reste là, et la stimulation ne part pas. Donc, que pouvons-nous faire pour traiter toutes ces choses?
comme nous le disions, il y a différents éléments, mais les traitements se chevauchent. Alors c'est pour ça que je les ai inclus ici ensemble. Les soins de la peau, si on voit quelque chose à l'extérieur, bien sûr, s'il y a une irritation, forcément, il faut faire quelque chose dans ce sens-là. La kinésithérapie peut aider, la psychothérapie, la thérapie comportementale cognitive, les exercices de Kegel inverse, et aussi les médicaments, certaines fois. On verra que bon, c'est assez compliqué ici, ce tableau, je suis sur ce diagramme, il y a énormément de traitements. Quand on voit autant de traitements, on sait qu'il y a, il n'y a pas quelque chose qui soit valable pour tout le monde. Mais bon, on voit, oh, ici, on voit ceux qui sont plus efficaces. Il y a d'autres traitements qui sont plus populaires, donc on a essayé de les regrouper par là. Bon, il y a les antibiotiques, par exemple, mais aussi il y a des thérapies myofaciales sur les points tricaires qui peuvent nous aider. Les estrogènes aussi peuvent améliorer les tissus. Lorsque les tissus sont fins, ça peut être ça peut fonctionner comme traitement topique également. Les différents exercices nous avons mis ici, de ce côté-là à gauche. Ils sont moins populaires mais plus efficaces. Par rapport aux médicaments, ici, encore une fois, nous avons une liste de médicaments. Et le fait d'avoir une liste, ça nous dit qu'il n'y a pas une réponse pour tout. La gabapentine peut être traitée pour les douleurs neuropathiques, celles qui vont trait aux nerfs, les benzodiazépines qui vont nous rendre moins sensibles aux stimulations, ça peut être efficace. Et des antidépressifs tricycliques TCA, avec une augmentation de la norépinéphrine et la sérotonine. Donc si vous avez plus de sérotonine, vous vous sentirez mieux. Et les SRI, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, vont vous faire vous sentir mieux. Tous ces éléments, tous ces médicaments ont des effets secondaires, il n'y a rien qui soit parfait. C'est sûr qu'on peut essayer sur tous les SSRI, ils sont assez efficaces. Mais il faut bien sûr avoir les orientations d'un médecin qui va pouvoir les prescrire en fonction de notre cas personnel, bien sûr. Le prolapsus de l'organe pelvien. Là, encore une fois, bon, on en reparlera plus tard, mais ça se peut se produire, ce prolapsus, sur n'importe quel de ces organes. Peu importe à quel âge, il ne faut pas avoir eu d'enfant avant cela. Simplement, vous savez, le tissu conjonctif ne fonctionne pas bien dans le syndrome d'Ehlers-Danlos, donc il y a plus de risques. On ne l'a pas vu d'une manière aggravée après l'accouchement, donc ça peut se produire à n'importe quel moment. Après, la limitation ici, les personnes qui disent « mais tiens, je n'ai jamais eu enfant », ou il y a mon enfant de 11 ans qui se plaint de ses douleurs dans la zone vaginale et souffre de chaleur dans l'os. Il faut savoir que ça peut arriver à n'importe qui. Il faut le savoir. Des fois, on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe ici en bas? Et bon, ça peut être la vessie qui retombe, ça peut être l'utérus qui retombe, pardon, ou le rectum, ou plusieurs de ces organes. Alors, nous n'avons pas encore fini, encore quelque chose. L'endométriose, nous voyons que cela se produit plus souvent avec le syndrome d'Ehlers-Danlos. Mais bon, ce n'est pas une grosse différence avec la population générale. C'est 6 à 23% ce qu'on voit dans les publications. Les myomes utérins, bon, c'est semblable à la population générale. Nous ne voyons pas qu'il y ait une augmentation spéciale, ni pour les myomes utérins, ni pour l'endométriose. Et pour l'infertilité, il y a des études qui nous disent que le taux d'infertilité sont les mêmes en général, mais il y a 2 études qui nous disent que c'est peut-être un peu plus élevé, ça peut arriver jusqu'à 48%, mais bon, encore une fois, il peut y avoir un biais par rapport à la manière de choisir les échantillons de l'étude. Il n'y a pas vraiment de mécanisme qui soit clair ici. Nous n'avons pas l'impression que ce soit spécialement plus élevé, mais bon, cela pourrait être le cas, on ne sait pas vraiment, ce n'est pas clair. Et il y a certaines personnes dans la population générale qui ont des risques accrus d'infertilité.
et nous pouvons penser que ça peut toucher à n'importe qui. Et maintenant, nous passons à la partie intéressante, les ménopauses, quand toutes ces hormones partent. Nous savons que ça améliore les symptômes du syndrome d'Ehlers dans l'os dans 22% des cas, 22% des femmes. Donc, dans une étude, les femmes, 22% des femmes disent que oui, au moment de la ménopause, les symptômes s'amélioraient. 42% ont utilisé des hormones pendant cette période de transition de la ménopause et 15% des femmes disaient « Tiens, j'ai l'impression que mes symptômes se sont améliorés, mais c'est un peu le même pourcentage que dans les femmes qui ne prenaient pas les hormones. » Donc, bon, je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut être utile. Donc voilà, c'est la fin de ma présentation. Je répondrai très volontiers à vos questions. Ce sera un plaisir pour moi. Et j'ai pris cette image ce matin. J'ai hâte d'aller à Phoenix parce qu'il y a un jardin botanique très intéressant. C'est vrai qu'en été, il fait très chaud. C'est pas le meilleur moment, mais là, c'est mon cactus avec cette fleur. C'est la seule fleur que j'ai dans mon cactus. Mais bon, j'espère que l'année prochaine, je pourrai être avec vous en personne en Arizona. Merci beaucoup pour votre attention.